Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce live. Vous étiez hier plus de 8000 à suivre le live où j'ai tenu une position assez iconoclaste, je le concède, au sujet des institutions. Et vous vous souvenez, si vous étiez là hier, le propos que je tenais, c'est que s'il y a une raison pour laquelle François Hollande devrait se représenter, ou pourrait se représenter, c'est que ce serait son dernier mandat. Et de ce fait, il serait condamné à écrire l'histoire puisqu'il n'aurait aucune pression de la prochaine élection, contrairement à tous les autres. Et donc vous avez été très nombreux au rendez-vous, à commenter, à diffuser, à partager ce live, plus de 8000. Et je tiens à vous en remercier. Alors, il se passe un certain nombre de choses dans la sphère économique et la sphère financière qui passent complètement inaperçues parce que ce sont des choses qui sont extrêmement techniques, mais qui en réalité cachent des choses extrêmement préoccupantes. Et je vais entrer dans le détail. Bonjour chers Nicolas, Henri, Cyril, Martin. Content de vous retrouver sur ce live. Bonjour Véronique. Bonjour Jamila. Alors, vous vous souvenez sans doute de la crise financière de 2008, une crise qui a failli faire planter le système économique dans sa totalité. Quels ont été les enseignements qui ont été tirés de cette crise financière? Aucun. Ce qui s'est passé, c'est que la planche à billets s'est mise à tourner à plein régime pour financer les banques à des taux défiant toute concurrence, des taux zéro de la part de la Banque Centrale Européenne, permettant d'ailleurs ainsi aux banques de se faire une plus-value très significative, parce que la Banque Centrale Européenne prêtait à taux zéro aux banques et assurances qui elles-mêmes prêtaient beaucoup plus cher aux États, ce qui est quelque chose de complètement surréaliste, parce que jusqu'à il y a encore peu de temps, la Banque centrale prêtait directement aux États. C'est le principe d'avoir le levier monétaire, mais là, ce n'est plus le cas. Et donc, absolument rien n'a été fait, et les banques se sont consolidées, si on le dit de façon pudique, ou se sont enrichies, si on le dit de façon objective. Et malgré ça, eh bien, on se rend compte que certaines d'entre elles sont aujourd'hui sur la sellette, et on peut parler notamment de la Deutsche Bank, de l'autre côté du Rhin, qui est à 2 doigts du dépôt de bilan, et pour laquelle le gouvernement allemand serait en train de travailler sur un plan. Bref, toujours est-il que nous sommes sur la corde raide et nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle crise financière. Sauf que cette crise financière, les amis, lorsqu'elle arrivera, c'est vous qui allez la payer. C'est vous et moi. Et il y a quelque chose qui est passé complètement inaperçu dans le projet de loi Sapin 2. Alors d'abord, tiens, tenez, la loi Sapin 2. Parce qu'en France, nous avons l'habitude de donner des noms aux lois, le nom du ministre qui la porte. Pourquoi la loi Sapin 2? Parce qu'il y a eu, figurez-vous, une loi Sapin numéro 1 qui date de 1993. Donc, on est en train de parler d'un type qui fait une loi toutes les 25 ans, mais qui a fait de la politique un métier. Bref, je ferme la parenthèse. La loi Sapin 2 prévoit la chose suivante. Et là, j'arrête de plaisanter parce que c'est extrêmement grave. Elle prévoit qu'en cas de crise financière, figurez-vous, l'État pourra décider de bloquer vos liquidités d'assurance vie pour une période de 6 mois minimum. Ce qui veut dire que si aujourd'hui vous avez de l'argent placé dans des assurances vie et que vous souhaitez en disposer, notamment dans l'hypothèse d'un achat immobilier ou pour plein d'autres raisons de la vie, eh bien vous ne pourriez pas le faire. Parce que dès l'instant où la nouvelle crise financière arrive, l'État pourra décréter une sorte d'état d'urgence pour les banques qui fait que vous n'auriez plus la mainmise sur votre argent. Alors vous ne me croyez peut-être pas, vous vous dites mais non mais là c'est complètement débile, allez sur Google, loi Sapin 2 assurance vie et vous verrez. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que non seulement aucun enseignement n'a été tiré de la crise financière de 2008, mais en plus de ça, si jamais il devait se repasser quelque chose de grave, ce sont nous, les contribuables, et les clients des banques qui devrions passer à la caisse. Je rappelle, pour enfoncer le clou, que le FMI, dont Michel Turin d'ailleurs parle à l'instant sur le live, le FMI travaille sur la possibilité, vous savez ce qui s'est passé à Chypre il y a quelques années, là où du jour au lendemain, le gouvernement
à prélever 10% sur tous les placements et sur toutes les liquidités présentes dans les banques. Eh bien, c'est une recommandation officielle du Fonds monétaire international. Donc, en gros, je résume. Crise financière, parce que les banques ne sont pas au rendez-vous et parce que l'État n'a pas fait le boulot. 1. On bloque les assurances-vie, donc vos économies. 2. On prélève 10% sur tous vos avoirs bancaires. Et alors, pour couronner le tout, il y a une nouvelle idée qui commence à faire son chemin et qui est d'ailleurs proposée par certains élus, et en particulier des élus de gauche, qui est l'idée du loyer fictif. Alors là, c'est quelque chose, en termes d'inventivité, ils sont quand même pas mal. Le loyer fictif, c'est quoi? C'est que si jamais vous avez souscrit un emprunt immobilier pour payer une maison ou un appartement et que vous avez remboursé votre emprunt et, de votre maison ou de votre appartement, eh bien on considère que cela est injuste au regard de ceux qui continuent à payer un loyer et donc vous allez payer un loyer fictif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce loyer fictif, donc c'est une taxe, ça veut dire que ça va vous inciter à, quelque part, à aller chercher de l'argent. Plutôt que de payer une taxe, vous avez intérêt à emprunter sur une très très longue durée. Au moins, vous ne payerez pas cet impôt fictif. Et donc, si vous empruntez sur une longue durée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous laissez vos liquidités à la banque. Et ça veut dire que vous souscrivez encore un emprunt auprès des banques et des assurances. Tout est fait pour leur offrir sur un plateau un business qui est absolument... Enfin, très honnêtement, je ne comprends pas la logique pour un Michel Sapin ou alors à avoir une vraie complicité avec ce monde de la finance sans visage et décider de se payer le peuple. Je ne vois pas d'autre raison objective qui fait qu'on puisse mettre sur le tapis une loi pareille. C'est honteux. C'est honteux. C'est du vol. Et nous payons, encore une fois, une incompétence, une lâcheté, un abandon des gouvernements qui n'ont pas fait leur boulot après la crise financière. Crise financière qui va se reproduire. Je ne m'en réjouis pas, je le regrette d'avance, mais elle va se reproduire. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est un principe de physique. Il faut être fou pour penser que c'était Einstein qui disait ça. Il faut être fou pour penser que en faisant des choses, en faisant les mêmes choses, on arrive systématiquement à des résultats différents. Ça s'appelle la folie. Alors oui, tu as raison, Cyril. On peut aussi parler de ce qui est en train de se tramer sur le prélèvement à la source, qui va permettre, c'est un bon point, Cyril, tu as raison de le dire, à terme, parce que c'est ce qui en germe, de fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG, la CSG qui est en réalité l'impôt le plus intéressant qui rapporte à l'État, puisque c'est l'un des plus indolores. Et bien en fusionnant les deux, on va pouvoir l'augmenter pour que ça soit encore plus indolore. Bon voilà, en gros c'est ce que nous dit Michel sur le live. Il n'y a pas de logique, si ce n'est que celle de nous voler pour enrichir la caste des privilégiés. Et c'est de ça dont nous parlons. Et en même temps, vous savez, moi je suis chef d'entreprise. Je suis donc, au sens propre du terme, un capitaliste. Eh bien, je crois qu'il va falloir que nous osions très clairement établir une ligne de partage entre deux types de capitalisme. Entre le capitalisme entrepreneurial, d'un côté, qui est noble, qui est créateur, qui porte l'innovation, qui porte la création, qui porte la création d'emplois. Donc le capitalisme entrepreneurial qui est noble et que nous devons défendre coûte que coûte, et avec comme objectif de faire de la France la nation de l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, ce capitalisme financier qui broie tout sur son passage, qui en a rien à cirer de la société civile, qui ne cherche que le profit, que voire à casser les États, ce qui est le cas de certaines grandes banques de type Goldman Sachs et autres, qui rêvent que d'une seule chose, c'est un grand fédéralisme mondial. Ils vont commencer par l'Europe, un grand capitalisme, un grand fédéralisme mondial qui fera que les États n'ont plus droit de citer. Parce que finalement, derrière des États, il y a souvent des nations, et derrière des nations, il y a des peuples. Et les peuples, c'est bien encombrant pour toute cette caste financière qui aujourd'hui a toute marge de manœuvre pour faire ce qu'elle a envie de faire, au point
de faire voter des lois qui vont dans son sens par un gouvernement dont le président de la République a dit que son ennemi était la finance. C'est absolument désespérant. Alors, ce que vous dites, cher Martin, quid de séparer à nouveau banque d'affaires et banque privée? Alors ça, je vais même aller plus loin, figurez-vous. Alors oui, évidemment, il faut les séparer, mais la responsabilité d'un État, elle est... vous savez, on est passé à côté de quelque chose dans la crise financière de 2008, c'est que nous aurions dû, nous, l'État français, parce que les citoyens, nous sommes l'État, nous aurions dû nationaliser les banques et les assurances, qui étaient à 2 doigts du dépôt de bilan, qui étaient valorisées une bouchée de pain. Nous aurions dû prendre le contrôle de ces banques et de ces assurances. Au lieu de le faire, nous avons signé des chèques. C'est-à-dire ce que nous aurions pu obtenir avec un actif en face, nous ne l'avons pas fait. Nous avons signé des chèques en blanc. Et ce que nous devons faire, tout en étant capitaliste, tout en étant libéral, c'est accepter l'idée, lors de la prochaine crise financière, et nous y préparer, lorsque les valorisations boursières de toutes les compagnies de banque et d'assurance vont chuter, l'État doit être là et prendre le contrôle. Parce qu'une banque et une assurance, ce n'est pas une entreprise comme les autres. N'importe quelle entreprise, que ce soit votre restaurant, que ce soit votre boulanger ou l'industriel du coin, n'importe quelle entreprise, sa responsabilité, elle est d'innover en permanence. Elle est de créer. Et c'est très bien. Sauf qu'une banque, sa responsabilité ne doit surtout pas être de créer et d'innover, parce que quand une banque se met à créer et à innover, on voit jusqu'où ça peut nous mener. Et c'est-à-dire quasiment au gouffre. Donc une banque n'est pas une entreprise comme les autres. Une compagnie d'assurance n'est pas une entreprise comme les autres. On peut être extrêmement libéral sur un très grand nombre de sujets, et notamment sur le capitalisme entrepreneurial, mais en même temps vouloir mettre en place une régulation sur ce capitalisme sans visage qui est absolument essentiel, sans quoi nous perdrons notre souveraineté. On parle souvent de la souveraineté sous un angle politique, mais la souveraineté, c'est aussi la souveraineté monétaire, c'est la souveraineté financière, et dans ce bras de fer qui nous oppose à ce monde de la finance sans visage, qui est aujourd'hui gagné par cet univers-là, on pourrait poursuivre en disant par les lobbies, par tous les intérêts catégoriels. Pour l'instant, ce sont eux qui ont la main. Et nous, les peuples, nous sommes les dindons de la farce. Eh bien, reprendre le pouvoir d'un point de vue institutionnel, c'est aussi reprendre le pouvoir face à ce monde de la finance sans visage, face à ces lobbies, face à ces grands industriels du pétrole, du tabac et autres, de l'agroalimentaire, qui aujourd'hui se comportent comme des États despotes et ne placent certainement pas l'humain au cœur de leurs préoccupations. Voilà pour le coup de gueule que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chers amis. C'est extrêmement préoccupant, cette loi Sapin 2. Encore une fois, je vous invite à regarder sur Google, loi Sapin 2, assurance vie, et vous allez voir, c'est clair, net et précis. C'est un hold-up. C'est un hold-up qui nous est préparé pour la prochaine crise financière, avec un hold-up des banques et des assurances qui nous est préparé avec la bénédiction de l'État. Or, l'État, c'est nous, et ça, c'est absolument inacceptable. Voilà, chers amis. Merci encore pour votre présence. Merci encore pour vos commentaires. Alors, je n'ai pas pu, malheureusement, tous les lire. Je les regarderai un petit peu plus tard. Merci à vous pour vos interventions, pour vos participations. Encore une fois, vous étiez très nombreux hier, plus de 7000. Merci d'être à chaque fois au rendez-vous. Vous pouvez dès à présent partager cette vidéo et toutes nos autres prises de position. Et cette vidéo qui est disponible d'ailleurs dès à présent en replay sur Facebook. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée.